Donc bonjour, je suis Magali, je suis française, normande, installée en Thaïlande, ça fait un peu plus de 17 ans maintenant. Et puis voilà, on est chez moi, donc là on est sur notre terrain, là on est dans mon jardin. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, comme vous le savez, je suis avec Magali et le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être l'autonomie. Comment être autonome ici en Thaïlande, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a choisi en fait ce type de vie, la vie en autonomie, autosuffisance. Donc on produit nos légumes, on produit notre viande puisqu'on a des volailles, on a aussi une mare avec des poissons, on a donc des œufs, on a des fruits. Bon, on n'est pas autonome à 100% parce que je pense que c'est quasiment impossible, mais on essaye d'être autosuffisant au maximum, quoi. Voilà, donc en fait on vit sous le système des Kaset Phopiang. Le Kaset Phopiang, c'est une économie d'autosuffisance proclamée par le roi Rama IX. Depuis 1974, en fait, il poussait les habitants de Thaïlande à vivre sous ce système-là. Et en fait, le principe, c'est résumé ici, c'est ces petits panneaux. Donc en fait, ça signifie que pour avoir une belle vie, qu'il est estimé une vie d'autosuffisance, il faut un toit pour vivre, assez à manger, de quoi utiliser et du vent frais, parce qu'il fait chaud en Thaïlande. Donc vous vous demandez où est-ce qu'on est? On est à Kanchanaburi, ok? On est à 2 heures de Bangkok à peu près? Ouais, à peu près 2h30. Ouais. 2h30 de Bangkok. Et voilà, on est chez elle, il y a une ferme, il y a vraiment tout. Et bon, est-ce qu'on peut faire une petite visite rapidos? Vas-y, alors là c'est mes tomates. Bon, on est en saison chaude, donc ça commence à dépérir un petit peu. Mais donc sur le coup, on change un peu les légumes. Bien sûr, on varie suivant les saisons. Puisqu'en Thaïlande, on a 3 saisons principales. La saison froide, la saison chaude et la saison des pluies. La saison des pluies, au niveau des agriculteurs, se divise en deux. La première partie de la saison des pluies, la deuxième partie. Et donc, bien sûr, on ne cultive pas les mêmes légumes. Donc là, j'ai encore pas mal de tomates qui sont encore en train de rougir. Là, la saison chaude, c'est la saison du tabac. Je suis une fumeuse, donc voilà, il me faut du tabac. Donc, j'ai planté mes pieds de tabac qui vont ensuite monter à plus d'1,50 m de hauteur, qu'on fera sécher à la maison, etc. On peut voir ça? C'est lesquels? Ouais, donc ça, tu vois, ici, ce sont des pieds de tabac. Il y en a d'autres là-bas. Où ça? Ça. Ça? Ouais, vas-y, okay, touche. Voilà. Touche, regarde ça. Ça, c'est du tabac. Voilà, ça a une consistance un petit peu collante. Ouais. Les feuilles sont un peu collantes. D'accord, ça c'est du tabac. Voilà, okay, donc là c'est super. les premières feuilles, donc elles sont pas très larges, mais en grandissant, là tu en as qui commencent à grandir là-bas, en grandissant les feuilles vont devenir de plus en plus larges, ça va devenir de plus en plus haut, et donc on ramasse, on récolte les feuilles qu'on fait sécher pour avoir notre propre tabac. D'accord. Et qu'est-ce que tu as à manger? Alors, donc les tomates à manger, là ici ce sont des patates douces. Ah, les patates douces, donc là c'est les tomates. Voilà, tu as encore des tomates. Alors j'en mets un petit peu partout, tu sais. Ok. Donc ça, ce sont des pois bleus. Les pois bleus qu'on retrouve souvent dans les plats thaï. Okay. Moi je les fais sécher pour en faire du thé, pour en faire du thé glacé, etc. Ça? Ouais, allez. Attends, je prends un bout, hein. Vas-y. Ouais, j'ai tout pris. Alors là, je vais manger ça, je sais pas du tout ce que c'est, hein. C'est des pois bleus, c'est ça? Ouais, t'as jamais, dans les plats thaï, t'as jamais vu ces fleurs en décoration, elles sont comestibles. D'accord, en fait je pensais pas que c'était comestible, ouais. Voilà, aujourd'hui je le sais. Voilà. C'est délicieux. Je peux tout manger en fait? Ouais, bien sûr. Tout. Okay. La fleur est entièrement comestible. Les gousses sont aussi comestibles, mais très jeunes, quand elles sont très jeunes. Je pensais que ce qui était coloré était dangereux en fait. Non, pas forcément. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Pas forcément. Là, tu vois, ça c'est un mana oyak qu'un ami belge m'a ramené,
qui se reconnaîtra, c'est lui Didier. Voilà, ça c'est un manahoyak. Donc les manahoyaks, c'est des gros citrons, un peu comme des pomelos, mais c'est vraiment du citron. On s'en sert beaucoup pour faire des desserts. Là, ici, c'est un fruit de la passion. Là, c'est ma menthe. Là, j'ai encore... Ah, c'est de la menthe ici alors? De la menthe. Ok. Là, j'ai encore, tu vois, des pieds de tabac. Après, là-bas, c'est des concombres, des différentes sortes d'aubergines. Ah, on peut voir les aubergines? Alors là, je dois pas en avoir, tu vois, là, j'en ai une toute petite qui commence. Tu vois, j'en ai des toutes petites qui commencent. Ah oui. Parce que les pieds sont encore jeunes. Hmm. Ça, c'est ce qu'on appelle, alors je ne connais pas le nom en français, c'est du kwangtung. Vous allez en manger ce midi. D'accord. On va en manger. Des potirons. Encore une autre sorte d'aubergine. Ça, c'est une plante médicinale. Ça s'appelle en français. Une plante médicinale, oui, c'est laquelle? Celle-ci, tu vois tout ce qui est là. Ouais. Ça, c'est du fatalai jaune. C'est une très bonne plante médicinale pour tout ce qui est état grippaux, tout ce qui est problème, maux de gorge, etc. Et d'ailleurs, tu as 5 hôpitaux en Thaïlande qui essayent actuellement le fatalai jaune en lutte contre le Covid. D'accord. Voilà. Okay. C'est une plante, voilà, tu vois, elle pousse toute seule et nous on l'utilise énormément. Dès que tu ressens un petit état grippal, tu prends cette plante, ça disparaît quoi. Donc je les fais sécher et ensuite je les mets en capsule, puisque tu peux acheter des capsules. Et donc parce que à manger comme ça c'est horrible. D'accord en fait. Et comment tu fais? Tu broies ou Oui, tu fais sécher et puis après tu réduis en poudre. Une fois que c'est réduit en poudre, tu mets en capsule. Okay. Donc ici voilà, on a des potirons, ici c'est les concombres. Tu vois que je fais pousser en fait sur des branchages comme ça. Ça leur permet de mieux réagir à la chaleur. Voilà, ça c'est des potirons. J'ai eu la première fleur ce matin. Et là on a la fleur de potiron. C'est de la paille de riz, j'achète de la paille de riz aux agriculteurs aux alentours. Je m'en sers, regarde, tu vois, pour pailler mon jardin. La paille empêche les mauvaises herbes de pousser, elle conserve l'humidité, elle permet aussi le développement de toutes les petites bestioles qui viennent, qui t'alimentent ta terre, etc. Parce qu'en fait, je ne mets aucun produit, aucun pesticide, aucun engrais. J'accorde la paille, le compost. Et puis le fumier d'éléphant fourni par Brigitte. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans mon jardin. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas non plus, c'est pas un jardin parfait parce que je ne mets aucun produit, donc je récolte juste ce qu'on me donne, quoi. Aucun produit chimique, aucun produit pour faciliter la vie. Rien du tout. Voilà, c'est tamachat, naturel. Donc bienvenue chez moi. Donc ici c'est notre petite ferme. Donc on rentre, on a 2 lails. Quand on a acheté, il n'y avait rien. C'était un terrain qui venait d'être labouré. C'est le même terrain qui était en face là. C'était totalement labouré. Donc au fur et à mesure, on a planté des arbres. Chaque année, on plantait de plus en plus d'arbres. On a construit cette maison. Donc ça, c'est mon beau-papa qui vit ici. Il y avait encore ma belle-maman, mais qui est décédée l'année dernière. Et puis on avance tout doucement, parce que nous, notre maison, elle est tout au fond. Donc on a plusieurs types d'arbres ici. Là, c'est du maïsak. Du maïsak, c'est du teck. Donc le teck très utile pour faire des meubles, etc., pour faire tout type de construction. Après, ce qu'on a beaucoup, c'est des bambous. Le bambou, c'est génial. On peut tout faire avec le bambou. Ça pousse très très vite. On peut même le manger. Manger des pousses de bambou, c'est délicieux. Donc on en a mis un petit peu partout. Ici, on a toute une rangée de bambous. On a deux poulaillers. Un poulailler qui a besoin d'être réparé un petit peu. Un autre poulailler là-bas. Donc nous avons des poules, nous avons des canards, nous avons des dindes.
Pas de cochon parce qu'on ne se sentait pas de pouvoir tuer un cochon. Ça ne faisait pas. Ici, donc le garage avec notre vieille voiture, 600 000 km. Ici, je vous jure, ça roule. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment vous avez acquéri ce terrain? Alors au départ, quand on s'est rencontrés, donc mon mari était musicien, donc toute sa vie elle était dans sa guitare. Moi j'étais backpacker, donc c'est pareil, ma vie elle était dans mon sac à dos, donc on n'avait rien. Donc une fois qu'on s'est dit qu'on avait envie de vivre ensemble, qu'on avait envie de construire ensemble, on s'est dit qu'il nous fallait un terrain. Donc on est allé en France, on a travaillé, on a fait les saisons. Pendant une période, on faisait les saisons l'été, on revenait ici l'hiver. Donc au départ, on a acheté le terrain, on a construit la maison. Et puis à chaque fois qu'on partait en France 6 mois, qu'on revenait ici, on construisait un petit bout de la maison. Donc on a fait la mare avec la partie qui est sur la mare, un autre bungalow, notre maison, etc. Et une fois que tout a été terminé, c'était il y a à peu près 7 ans, bon, on ne bouge plus. Depuis 7 ans, en fait, on ne bouge plus, on est bien ici, on a tout ce qu'il nous faut. Et donc on vit avec les moyens qu'on a ici en Thaïlande. Donc principalement nos revenus viennent de la musique. Et puis on n'a pas beaucoup de besoins parce qu'on a à manger. On a tout ce qu'il faut ici pour manger, tout ce qui nous convient. Tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on ne produit pas, on l'échange beaucoup avec les autres fermiers du village. Parce que ça fonctionne vraiment beaucoup ici, les échanges, c'est-à-dire que quand on a des œufs, en fait. Ouais, c'est le troc, leur ramène des œufs quand on en a plus, ils nous ramènent des bananes quand ils en ont, enfin voilà. Ça fonctionne très très bien comme ça. Et donc sur le coup, nos besoins sont minimes. Ça nous permet de ne pas rentrer dans la société de consommation qu'on ne supporte plus. Et donc d'avoir une vie très simple et d'avoir énormément de temps. En fait, ce style de vie nous permet d'avoir du temps pour notre fils, d'avoir du temps de faire les choses lentement. C'est ce qu'on appelle la slow life, hein. C'est la grande mode maintenant. Ça va. Ouais, c'est ça. On est bien, on travaille un minimum. Avec le fait qu'on soit musicien, on travaille que le soir. Donc on a toute la journée pour s'occuper de notre terrain, pour faire des choses par nous-mêmes. C'est ce qui est très enrichissant et puis ça nous permet d'apprendre tous les jours, quoi. Donc on peut être on va dire, suffisant, c'est ça? On appelle ça autosuffisant, mais pas à 100%. Tu peux pas l'être à 100%, ne serait-ce qu'au point de vue médical. Point de vue médical, tu peux pas être autosuffisant en médical. Tu peux, comme je te le disais, tu peux soigner des petits rhumes. Mais voilà, tu as un cancer, tu as besoin d'un médecin. Donc tu peux pas être autosuffisant, autonome à 100%. Mais tu peux t'en approcher et faire en sorte de diminuer ta consommation excessive, qui est aujourd'hui excessive à mon avis, et avoir une approche plus naturelle, on va dire. En ce qui concerne l'électricité et l'eau, comment vous arrivez à... Alors l'électricité, c'est l'électricité normale, tout simplement parce qu'on n'a pas de climatiseur, on n'a pas d'eau chaude. Donc sur le coup, pour les deux maisons, entre la maison de mon beau-père et notre maison, on a à peine 500 bahts à payer par mois. Donc franchement, voilà, on ne cherche pas trop loin. S'il y a vraiment un souci de coupure d'électricité, on a un système de batterie qui nous permet d'alimenter ce qui nous importe le plus, c'est-à-dire le frigo, ce qui est le plus important ici. C'est d'avoir le frigo. Au niveau de l'eau, c'est pareil. L'eau, ça nous coûte même pas 200 bahts par mois. On a un système d'alimentation de la mare avec les fermiers d'à côté et la rivière, puisqu'il y a la rivière Kwai, la Kwai Noi qui passe. Donc on a un système d'alimentation de la mare avec les fermiers qui est un système qui nous coûte, je crois, 30 bahts par mois. Donc voilà, on s'embête pas trop pour l'instant à chercher d'autres moyens pour être autonome en énergie. En fait.
une question, pourquoi vous avez choisi Kanchanaburi pour vous installer en fait? Alors, tout simplement parce que mon mari est originaire de Kanchanaburi. D'accord, ok. Enfin, pas exactement, il est de Banpong, donc c'est sur la route qui va sur Bangkok. Mais ça faisait déjà plus de 20 ans qu'il était à Kanchanaburi, qu'il vivait chez son grand-père qui était à Kanchanaburi. Et parce que c'est une région magnifique. C'est une région qui combine à la fois la montagne, la rivière, les cascades. C'est encore très sauvage, il y a plein d'endroits qui sont vraiment superbes. Et tout te dire, je ne suis jamais allée dans le sud de la Thaïlande. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Thaïlande par cœur, qui sont allés partout. Moi, je ne suis pas allée partout parce que j'ai trouvé que Kanchanaburi me correspondait à 100%. Et donc, je ne suis pas allée ailleurs, quoi. Et comment tu te compares par rapport à Bangkok? Est-ce que tu es déjà parti à Bangkok? Je suis déjà allée à Bangkok, je ne supporte pas les grandes villes. Donc, une journée à Bangkok et j'étouffe, quoi. Voilà, donc ici, je respire. Et là, je vais te poser la question que tout le monde se pose, c'est combien dépenses-tu par mois pour vivre ici en Thaïlande, à Kanchanaburi, tout en ayant le contexte de l'autosuffisance en fait? Donc, on est 3, plus mon beau-papa. Avant, il y avait également ma belle-maman. Donc, en fait, on était 5 personnes. On a un budget de 20 000 bahts par mois. Pour tout le monde, puisqu'on nourrit aussi mes beaux-parents. Ma belle-maman maintenant est décédée. Avec l'histoire du Covid, on a réduit nos besoins. Donc maintenant, on est à 16 000 bahts par mois. 16 000 bahts par mois. Voilà. D'accord. Donc 16 000 bahts par mois, tu fais à peu près... me demande pas en euros, parce 400, que ouais. je sais pas. Donc 16 000 bahts, et dans quoi vont ces 16 000 bahts concrètement? Alors, bon, il y a une toute petite partie qui va pour les dépenses d'énergie, donc à peu près dans les 500-600 bahts pour l'électricité, 200 bahts à peu près pour l'eau. Bien sûr, l'essence, qui coûte très cher, puisque comme on est musicien, on ne joue pas ici dans notre village, on est obligé d'aller à Kanchanaburi, qui est à peu près une quinzaine de kilomètres. Est-ce que c'est des revenus importants, la musique ou pas? C'est sympa, c'est sympa. Un musicien, donc nous on est musiciens, on ouvre le chapeau. J'ai un permis de travail pour ça, je tiens à le préciser. C'est facilité pour les femmes qui sont mariées avec un Thaïlandais. Donc j'ai un permis de travail pour être musicienne. On gagne, ça dépend. Quand on ouvre le chapeau, mon mari tout seul peut gagner entre 500 et 1000 bahts. Quand on est à deux, parfois 2-3 000 bahts, plus si on fait des concerts à l'extérieur. Ça dépend. Nous, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de toujours utiliser la même somme, ce qui nous permet de mettre le surplus de côté. Et puis, les mois où on en gagne moins, ça nous permet de faire la balance, en fait. Mais alors, pourquoi tu fais tous ces efforts? Parce que j'imagine que ça doit te demander beaucoup d'énergie. C'est pas... franchement, ça me demande moins d'énergie que d'aller bosser dans un bureau de 8h à 17h tous les jours et... où je suis obligée de faire la même chose, etc. Alors que là, je fais ce que je veux. Je veux dire, le matin, je me lève, je sais pas, ça se trouve, je vais aller dans mon jardin, ou alors je vais m'occuper de mes animaux, ou alors je vais faire du pain, je vais faire du fromage, je vais faire... j'ai plein de choses à faire, en fait, et c'est très, très varié. C'est une vie très riche. J'apprends plein de choses par moi-même. Je suis plutôt autodidacte. Donc je trouve plein de choses à faire tout le temps, quoi. Donc pour moi, c'est la vie rêvée.